Amazon, avant de se lancer, la première question à se poser est est-ce que je vais me lancer en seller central ou en vendor central ? Seller central, c'est utiliser la marketplace d'Amazon. Comme je disais, tout le monde peut ouvrir un compte seller central et vendre. Toi et moi, on peut ouvrir un compte et vendre la marque Respire. C'est la marketplace d'Amazon. Elle est ouverte à tout le monde. À côté, tu peux décider de vendre tes produits à Amazon. Dans ce cas-là, Amazon est propriétaire de l'inventaire et c'est Amazon qui fait la vente au client final. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour les startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier qui est un peu particulier puisque je suis avec Julia. Salut Julia, ça va ? Salut Laurent, ça va et toi ? Ouais, Julia, c'est notre directrice e-commerce chez Cosa Vostra. Et je la reçois pour la raison suivante. Vous êtes nombreux à m'avoir fait remonter que c'est bien de recevoir des experts d'une techno, d'un secteur, d'un service, mais qui sont pas forcément là pour vendre leur sauce. Toi, Julia, tu as une expertise qui est forte, c'est celle d'Amazon. Oui. Et ça va être de ça dont on parle aujourd'hui, vous l'avez deviné d'après le titre de l'épisode. Et je t'invite, enfin je te reçois, je t'ai convoqué, on peut même dire ça, parce que tu es expert sur le sujet, tu l'as fait et tu vas nous en parler dans le passé. Et aujourd'hui, l'objectif il est très très simple, c'est qu'on prépare une série spéciale marketplace au sens large avec des gens qui vendent et des marketplaces et qui nous expliquent leurs bonnes pratiques, leurs recettes gagnantes et puis les écueils à éviter. Et évidemment, la reine des marketplaces aujourd'hui, c'est Amazon et c'est Amazon dont on va parler. Alors, si les termes buy box, tacos, on va en parler. Si vous ne connaissez pas la différence entre vendor ou seller ou FBA ou FBM, eh ben, écoutez cet épisode, on va parler de ça et tout vous expliquer de manière très pragmatique, pédagogue et simple. On prendra un exemple qui va nous animer tout du long de cet épisode. Alors, on a beaucoup hésité. Il y a plein de marques qui nous sont venues en tête. Le choix est bon ou mauvais. Moi, je pense qu'il est bon, mais on a choisi de parler de Respire. Alors, Respire, vous les avez entendus sur le panier avec Thomas, le cofondateur, il y a quelques mois. Vous avez aussi potentiellement entendu Justine sur Génération Do It Yourself il y a quelques semaines et elle parlait justement de est-ce qu'il faut se lancer ou non sur Amazon. On s'est dit que ce serait intéressant de le prendre comme exemple. Vous pouvez ouvrir Amazon, vous pouvez ouvrir Respire et puis on avancera, on s'en servira comme exemple tout du long de cet épisode. 3 principaux sujets qu'on va aborder, le contexte, donc des définitions, tout comprendre, comme dit, vendor, seller, FBA, FBM, buy box, tacos, font partie des sujets qu'on va aborder. Deuxième sujet, c'est se lancer. Comment je commence, comment j'importe mon catalogue, quelle partie de mon catalogue j'importe, tout partie justement, comment j'envoie des palettes, comment je trouve mon code ASIN, ASIN. Et enfin, troisième sujet, c'est l'activation. Et là, ce sera des conseils très pratiques, 3 conseils pour lancer une bonne campagne sponsorisée sur Amazon, 5 conseils pour avoir des contenus canons. Et on finira avec les questions à se poser avant de se lancer. Est-ce que ça te va, Julia ? Nickel. Allons-y. Julia, c'est ton premier podcast. Exactement, Alors, oui. Vous avez déjà entendu sa voix sur des annonces qu'on a faites en pré-roll ou post-roll ou mid-roll, mais c'est la première fois qu'elle enregistre. La pression. Ça va ? J'espère que je serai à la hauteur. Alors, on enregistre à Bordeaux, puisque tu es basé à Bordeaux, mais tu passes la moitié de ton temps à Paris. Bordeaux dans la Villa Maria, qui est nos bureaux bordelais qui sont incroyables et que je vous invite à venir découvrir si vous êtes dans le coin. Juste qu'on ait un peu de contexte
et de légitimité, de crédibilité. Du coup, tu peux me raconter d'où tu viens, ce que tu as fait avant? Bien sûr, avec plaisir, Laurent. Donc moi, c'est Julia, j'ai 31 ans. Je suis plutôt issue du retail. J'ai travaillé chez Carrefour 5 ans en tant qu'acheteuse, et puis je me suis occupée du lancement du programme de fidélité. Et puis chez Andros à New York, où j'ai eu des missions marketing, sales, et puis où on a monté le e-commerce étape par étape, bloc par bloc, avec 3 piliers stratégiques. Le site marque de la marque Bonne Maman, en l'occurrence, qui est la plus grosse marque d'Andros aux US. Les marketplaces, bon, la plus grosse marketplace aux US, et puis tu l'as dit, Amazon, et les sites e-commerce des enseignes. C'est le e-retail, ce qui est très développé aux États-Unis quand on fait ses courses sur des sites, l'équivalent de Carrefour.com, etc. Aux enseignes, aux US, cette partie retail média, publicité sur les sites e-commerce des enseignes est vraiment très développée et beaucoup plus répandue. Donc, en termes de techno, t'as touché à quoi? Shopify, Magento, WordPress, puis Marketplace, Amazon forcément, Miracle, et puis pour la partie retail média, Instacart, Criteo, Citrusad, pour les principales. Le site de Bonne Maman, c'est celui que tu as piloté de A à Z, hein, qui lui est un mix Magento plus WordPress, c'est ça. Et tu as aussi lancé un Shopify. Shopify pour des marques locales, des marques de compotes notamment, produites aux US en local, avec du coup d'autres critères et d'autres KPI où pour le coup c'est plus un Shopify, ouais. Voilà, donc toutes ces activités, évidemment, c'est des choses qu'on fait chez Causa Nostra et on est très heureux de vous accompagner si vous en avez besoin. Pourquoi lancer de la confiture sur une marketplace? J'ai envie de te dire, what the fuck? Alors, bonne question. On s'est aussi posé la question avant de se lancer. Mais alors, surtout, pardon, je t'interromps, avant même que tu puisses répondre à ma question. Mais Bonne Maman, alors c'est marrant comme les marques, tu sais, d'un pays à l'autre peuvent avoir des images différentes. Bonne Maman, c'est grande conso chez nous, c'est pas forcément haut de gamme. Est-ce que aux États-Unis, une confiture française Bonne Maman, non mais Bonne Maman, le vendre sur Amazon, c'est une question qui s'est posée? Forcément, en fait, sur les marketplaces, tu peux avoir différents objectifs. Tu peux avoir un objectif business pur pour aller vendre et faire du volume. Et là, je pense à des marketplaces, des sites d'enseignes. Et pour Bonne Maman, en l'occurrence, Walmart.com, Target.com, qui sont des enseignes, des retailers aux US hyper répandus, qui ont développé des marketplaces à côté pour vendre davantage et autoriser n'importe qui, toi et moi, à vendre 4 pots de Bonne Maman sur le site e-commerce de Walmart, par exemple. Donc là, c'est plus des objectifs de volume. Ensuite, une autre question se pose quand on veut vendre en marketplace. Et je pense à Bonne Maman et je pense à d'autres marques françaises vendues aux US qui ont un positionnement, comme tu disais, beaucoup plus premium, en fait. Et puis, de toute façon, le pot de confiture, rien qu'avoir le prix du pot de confiture ou d'autres marques importées, le prix en magasin, c'est un prix qui est plus élevé, donc forcément le positionnement est pas le même derrière, et du coup les marketplaces peuvent permettre de servir un objectif d'image de marque en sélectionnant des marketplaces qui sont adaptés à un positionnement premium. Je pense par exemple à Anthropologie, je pense à Bed Bath & Beyond, toutes ces marketplaces qui vont plutôt servir des objectifs de positionnement et qui sont presque des outils marketing en fait pour les marques pour atteindre une autre audience, une autre cible de conso, qu'ensuite tu décides de rediriger vers ton e-shop, vers Walmart, quoi que ce soit, mais en tout cas des marketplaces avec un objectif plus d'image de marque. Donc voilà, tout dépend des objectifs quand tu veux vendre sur Amazon, quand tu veux vendre en marketplace et du positionnement de la marque aussi. Donc on peut trouver des marketplaces, enfin il faut choisir une marketplace qui est adaptée à son produit, à son positionnement, à son image de marque. Exactement. Ouais. Évidemment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, raconte-moi encore un peu, t'as passé plusieurs années aux US? Ouais, j'ai passé 3 ans à New York. Qu'est-ce qui est de tendance? Qu'est-ce qui est je sais pas si vous avez écouté cet épisode, chers auditeurs et auditrices. Si c'est pas le cas, je vous invite à le faire avec Joja, François Grouillet, qui lui a un pied aux États-Unis, un pied à New York, un pied à Paris, où on faisait des deltas d'usage, on va se dire. Et il disait qu'il y a un gros truc qui se développe en ce moment, c'est en gros des marques qui existent principalement sur les réseaux sociaux et sur Amazon. Ouais. Ta page TikTok, ton activation, et bim, tu renvoies vers Amazon pour faire ta vente. Exactement. Puis Amazon tout seul peut être un levier de distribution unique d'une marque. Une marque peut aux US se lancer sur Amazon, performer et ensuite aller voir des enseignes et dire bah voilà, j'ai fait ce carton sur Amazon avec ce produit, référencez-moi. Ça peut aussi se passer dans ce sens-là aux US.
Pourquoi? Déjà parce qu'Amazon, c'est 70% des Américains à peu près qui ont un abonnement Prime, donc qui ont l'habitude de se faire livrer presque 70%. Ouais, 70%, 2 Américains sur 3 en âge d'acheter, j'imagine, ont un abonnement Prime. Ça fait 200 millions de personnes. Presque, ouais. Okay. Donc, on est habitué à se faire livrer du jour au lendemain sur des produits aussi bien de la cosmétique que de la food. On fait ses courses sur Amazon pour de l'alimentaire aux US. On n'a pas de problème à aller acheter 4 pots de Nutella sur Amazon et se faire livrer le lendemain. Ou en France, on n'en est pas forcément encore là, mais c'est dans ce sens qu'Amazon est un incontournable en termes de canal de distribution aux US. Et que des marques peuvent exister sur Amazon seulement. Je suis pas, on n'est pas des ayatollahs d'Amazon chez Cosa Vostra, mais le sujet est que quand tu as le plus grand supermarché du monde à ta porte et que tu veux vendre, il faut quand même réfléchir. Enfin, s'en affranchir est une vraie question qui se pose. Ensuite, on n'est pas là pour faire la morale ou aborder ce genre de questions, mais quand le plus gros trafic au monde se déroule sur Amazon pour faire de l'achat, ou l'un des plus gros, en tout cas, ce serait dommage de pas se poser la question. Je crois qu'il y a une tendance même qui dit que aujourd'hui, en gros, tu veux chercher une information, tu vas sur Google ou ChatGPT d'ailleurs en février 2023, mais quand tu veux chercher un produit, t'ouvres Amazon par réflexe? Ouais, alors il y a deux choses. Il y a que Amazon est aujourd'hui le site e-commerce le plus visité en France, c'est 35 millions de visiteurs, et c'est aussi 3 clients sur 4 qui viennent sur Amazon pour découvrir des marques. Ça veut dire que je viens acheter du miel, je sais pas encore quelle marque je vais acheter, mais c'est une occasion, une opportunité pour les marques pour se positionner sur une demande conso. Alors, il n'est pas question de se lancer comme ça à tout va, il faut étudier la demande conso, étudier le marché, ce que font les marques déjà en place, etc. Mais en tout cas, Amazon étant le site e-commerce le plus visité en France, c'est un moyen pour se faire connaître, c'est sûr. Et du coup, j'ai perdu un peu le fil de ta question. Moi, je disais qu'on n'est pas là pour savoir si c'est bien ou pas d'utiliser Amazon. C'est juste que si on veut vendre, ça vaut le coup de se poser la question. C'est le premier supermarché au monde, quoi. Exactement. Tu sais que le premier supermarché, c'était Carrefour? Ouais, ne m'en parle pas. Bah écoute, Carrefour, j'y ai passé 5 ans. C'est les Français qui ont inventé les marketplaces. Voilà. Oui, pardon, parce que le supermarché, au sens, au final, c'est comme une marketplace. Cool. Allez, on va dans le vif du sujet. Donc, on a parlé des quelques indicateurs et des tendances, des comportements, des usages. On reviendra un peu plus tard sur les KPI et les datas que vous pouvez recevoir, vous, en tant que marque qui vendez sur Amazon. Le premier sujet que j'ai envie de traiter, c'est vraiment le contexte pour bien comprendre ce qu'est vendor, seller central, FBM, FBA, le tacos et la buy box. Mais je pense que pour commencer, il y a un sujet qui est important à maîtriser, c'est qu'il y a différents business models sur Amazon. Ouais, exactement. 2 business models, alors avec des détails pour chacun, mais Amazon, avant de se lancer, la première question à se poser est: est-ce que je vais me lancer en seller central ou en vendor central? Seller central, c'est utiliser la marketplace d'Amazon. Comme je disais, tout le monde peut ouvrir un compte seller central et vendre. Toi et moi, on peut ouvrir un compte et vendre la marque Respire. D'ailleurs, tu te connectes sur Amazon.fr, tu vois des produits Respire vendus par des grossistes, par des particuliers. C'est la marketplace d'Amazon. Elle est ouverte à tout le monde. À côté, tu peux décider de vendre tes produits à Amazon. Dans ce cas-là, Amazon est propriétaire de l'inventaire et c'est Amazon qui fait la vente au client final. Donc ça, c'est vendor. Voilà. Il faut savoir que vendor, c'est un programme qui est sur invitation. Et comment est-ce qu'ils font la modération? Comment est-ce qu'ils choisissent les marques? Enfin, pas la modération, la curation. Alors, c'est aujourd'hui ce qui se dit beaucoup et que il est presque impossible de rentrer dans le programme vendor aujourd'hui. Au début, quand Amazon s'est lancé en France, si t'es une grosse marque, forcément, tu as plus de chances d'être invité par Amazon et de te lancer en vendor. Aujourd'hui, Amazon pousse beaucoup plus la marketplace. Plus de la moitié des ventes, si je dis pas de bêtises. Même beaucoup plus. Ouais. Je crois que c'est ça. Donc, vendor, tu vends à Amazon et Amazon vend tes produits, il faut y être invité. Voilà. Les marques sont sélectionnées, il y a de la curation. Voilà. Et seller central, tu vends au consommateur final. Okay. Donc, tu décides de ton prix de vente aussi, ce qui est un critère hyper important pour une marque avant de se lancer. C'est est-ce que tu laisses Amazon définir ton prix ou est-ce que tu le définis toi-même? C'est important surtout pour des marques... Vendor, tu décides pas de ton prix? Non, c'est Amazon qui vend au consommateur final, donc c'est Amazon qui définit le prix. Et comment ils définissent le prix? Alors, en fonction de leur algorithme, des ventes, le prix peut fluctuer d'une semaine sur l'autre. Mais le vendeur, la marque n'a pas son mot à dire? Non. Ok.
Oui, donc tout dépend du business model, du positionnement de la marque, etc. Mais pour une marque, et puisqu'on a dit qu'on prenait le cas de Respire, qui est vendu aussi par exemple chez Monop ou Monoprix, il y a des questions forcément à se poser par rapport au choix du business model sur Amazon. Vu le sujet prix très important en grande distribution, c'est forcément avantageux de pouvoir définir son propre prix sur Amazon pour pas aller vendre un produit beaucoup moins cher sur Amazon qu'il est vendu chez Monoprix et casser le marché ou créer de l'animosité côté distribution traditionnelle. Comment je fais la diff sur Amazon? Donc, je suis sur Amazon.fr. Oui. Comment je fais la diff entre un produit qui est vendor central et seller central? Je peux le voir. Tu vas sur un listing produit. Okay. Bon, je vais taper shampoing solide, Respire. Ok, got it. Okay. Tu ouvres le listing produit, s'affiche le contenu, le texte descriptif, à gauche les photos, et sur la droite, tu as plusieurs propositions pour acheter le produit. La première proposition mise en avant, c'est la proposition qui remporte la buy box, la box d'achat, c'est celle qui est poussée par Amazon, on en parlera après. En tout cas, juste en dessous de cette première proposition, tu as le produit expédié par Amazon ou vendu par Amazon ou par une autre marque. Je suis entré sur un produit de Corinne de Farm, expédié depuis Amazon, vendu par Amazon. Ça veut dire que c'est Amazon qui vend, donc c'est vendor central. Donc Corinne de Farm vend les produits à Amazon. Amazon est propriétaire de la marchandise et Amazon vend au consommateur final. Si la marque était en seller central, tu pourrais voir vendu par Corinne de Farm. Compris. Les implications de ces deux différents modèles en termes de prix, donc le prix je le choisis pas sur vendor, je le choisis sur seller. Voilà. Autre implication, forcément, seller central, tu dois choisir si tu passes par les entrepôts d'Amazon ou si tu expédies toi-même au consommateur final. Donc ça pose d'autres questions de business model, de commission, etc. Mais dans vendor, c'est Amazon qui vend et expédie. Voilà, vendor. Est-ce qu'ils peuvent vendre et moi expédier sur vendor? Non, vendor. Amazon te passe ses commandes comme un distributeur. Ok, très bien. Voilà. Alors tu pilotes quand même tes contenus, tu vois, c'est tes images, ton discours produit, ton discours de marque. En revanche, c'est Amazon qui passe ses commandes, qui vient chercher la marchandise chez toi et ensuite qui l'expédie au conso final. Toi, ça s'arrête là. C'est mon distributeur. Voilà. Comment ils définissent les volumes qu'ils m'achètent? Est-ce qu'il y a une régularité? Si j'ai la chance d'être choisi par Amazon? Alors, il faut toujours, c'est Amazon qui décide, il passe ses commandes, un peu comme une enseigne. Carrefour te passe ses commandes, il faut toujours avoir un stock tampon, être prêt. Après, à moins qu'il y ait une saisonnalité, c'est toujours la même, c'est des logiques de bon sens de logisticien, de remplir des palettes, etc. Mais le but, c'est de rentabiliser le transport. Donc, ils viennent te chercher, mais est-ce que je peux postuler? C'est quand même pratique d'être en vendor, non? C'est pratique, ça dépend encore des objectifs. En tout cas, c'est un programme qui est sur invitation. Donc, sans invitation, tu peux pas y rentrer. Ok. Seller, je choisis ou non d'expédier. On en parlera dans une seconde, c'est FBA. J'ai la main sur les prix. Voilà. On peut pas m'imposer les prix. Exactement. Ok. Maintenant, forcément, ça demande une implication opérationnelle plus élevée que vendor. Ok. Rentrons dans le FBA, donc Fulfilled by Merchant FBA, c'est le fulfillment par le vendeur. J'ai fait un anglicisme, ensuite un franglicisme. Et FBA, c'est Fulfilled by Amazon, c'est Amazon qui gère l'envoi. Raconte-moi la diff, du coup. FBA, Fulfilled by Amazon, ça veut dire que ça passe par les entrepôts d'Amazon. Tu envoies une commande à Amazon le stocke et le réexpédie au consommateur final. Fulfilled by the merchant, tu envoies directement au consommateur final. Forcément, Amazon va pousser la tendance, c'est qu'Amazon pousse des produits, donc pour remporter la buy box, la box d'achat, qui sont en FBA, parce que partie de leur objectif, et forcément, ils ont leur intérêt à ce que tu passes par les entrepôts d'Amazon. En tout cas, la plupart du temps, si je vais faire un raccourci, en FBA, tu as plus de chances d'avoir le badge Prime, ce qui est une garantie de confiance pour le client. Pas une obligation? Non. En tout cas, si tu es un produit éligible Prime, il faut être en FBA pour pour montrer le badge Prime au client final. Oui, c'est ça. Il faut être en FBA pour avoir le badge. Voilà. Ok. Alors, tu peux en FBM l'avoir, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ok. Il y a un truc qui est mieux? C'est quoi la diff si j'ai le choix? Ça dépend de comment tu es structuré. Fulfilled by Merchants,
t'envoies tes produits au consommateur final. Vu les quantités que peuvent représenter Amazon, il faut aussi être bien en capacité de pouvoir envoyer des colis à tout va pendant les pics de commandes, etc. Fulfill by Amazon, tu passes par les entrepôts Amazon, ils s'en occupent. Tout dépend de comment tu es organisé aussi et comment la marque se structure. Il faut avoir Fulfill by Amazon, tu profites aussi des coûts de transport d'Amazon. Une fois que tu as livré les entrepôts, Amazon envoie au consommateur final. Forcément, à moins que tu arrives à matcher leurs coûts de transport, forcément, il y a des gains à passer par les entrepôts d'Amazon. Mais en FBM, c'est moi qui expédie. Ouais. Donc je fais ce que je veux de mon packaging. Voilà. Potentiellement, je peux mettre du marketing dedans. Voilà, alors en théorie, c'est des choses qu'on n'a pas trop le droit de faire, mais qu'Amazon ne pousse pas forcément, mais en tout cas, c'est toi qui envoie au consommateur final, ouais. D'accord. La raison pour laquelle je pose ça, c'est peut-être pour que ce soit évident pour tout le monde, et on y viendra un peu plus tard, mais sur la data qui est récoltée par les vendeurs, elle n'est pas aussi... Enfin, tu nous diras ce qu'on récupère, mais c'est pas dans le but d'Amazon de créer un lien direct au final entre l'acheteur et la marque pour que la marque continue d'utiliser Amazon. Donc si vous mettez, si on met du marketing dans la boîte, abonnez-vous, venez retrouver le produit sur le site, abonnez-vous à vous à la newsletter, j'en sais rien. C'est pas des choses qui peuvent plaire à Amazon et potentiellement on peut se faire blacklister. Exactement. Alors que si j'envoie, Amazon n'a pas le contrôle sur ce que je fais. Si je suis en FBM. Non, mais c'est quand même pas des pratiques favorisées par Amazon. Ok. Je risque de plus pouvoir vendre. Ouais, exactement. Ok. Donc je te demandais ce qu'il y a de mieux. Ça dépend vraiment de la marque. Clairement, il faut être en FBA. Donc FBA Fulfilled by Amazon pour avoir le badge Prime. Voilà. Si j'en ai besoin. Je profite aussi, mine de rien, je m'affranchis d'une tâche qui peut être source de friction, qui est le fulfillment par moi-même, mais ça veut dire que j'envoie une partie de mon stock chez Amazon. Si le stock n'est pas vendu, il se passe quoi ? Alors, ça dépend des catégories de produits, mais par exemple, sur les produits avec des dates de péremption, il y a un nombre de jours limite avant d'atteindre la date de péremption qui ne peut pas être dépassé. Si on dit que ton produit a une date limite en septembre, il me semble que c'est 90 jours avant la date limite que tes produits ne doivent plus être sur entrepôt Amazon. À la fin, et donc c'est à ma charge d'aller les récupérer ? D'aller les récupérer ou éventuellement de voir quelles options tu as pour qu'ils ne restent pas sur les entrepôts Amazon. Ok. Vous étiez en quoi sur Bonne Maman ? FBA. Fulfillment by Amazon. Exactement. By Amazon. Ok. Ouais. On a parlé souvent de la buy box. La buy box, si vous allez sur une fiche produit Amazon, c'est effectivement ces options d'achat qui sont en haut à droite de la fiche produit. Alors on a découvert tout à l'heure, je suis en desktop, que maintenant, en tout cas j'avais pas remarqué, mais il y a tout à droite, il y a mon panier en cours qui s'affiche. Mais à gauche de ça, du coup, mais à droite des produits, il y a cette boîte qui me permet d'acheter. Alors là, je suis en plus sur un logiciel, un outil, pardon, je suis bête, un produit pour lequel je peux m'abonner. Mais sinon, en tout cas, ce produit, c'est l'offre, cette option dans la buy box, c'est l'offre qui a remporté en gros le concours de l'algorithme d'Amazon. Exactement. Parce que le produit sur lequel je suis est vendu par plusieurs vendeurs. Voilà. Mais il y a un ensemble de variables dans cet algorithme qui fait que l'une d'entre elles est remontée en tête de liste. Exactement. Alors là, en l'occurrence, c'est un produit qui est en vendor central, donc vendu et expédié par Amazon. Est-ce qu'il passe toujours devant ? Si pour le même produit, il y a deux vendeurs, un qui est vendor et l'autre qui est en seller, lequel monte en premier ? Alors là, si tu as la réponse, si quelqu'un a la réponse, c'est la magie de l'algorithme d'Amazon. Okay. C'est qu'on ne sait pas que forcément le setup, le business model est important. Forcément, être en FBA pousse, en tout cas favorise les chances d'être sélectionné par Amazon. Ensuite, ça dépend de tes contenus, de ton brand store, de ton contenu A+, du nombre de photos que tu as, de plein d'autres choses qui viennent du coup contribuer à la définition de l'algorithme de la buy box d'Amazon. Ok. Donc ça c'est la buy box. Le but c'est d'y être évidemment pour gagner. En dessous de la buy box vous avez 3, 9 et 4 d'occasion à partir de un certain prix, et quand on clique là-dessus on a la liste de tous les vendeurs du produit. Là en l'occurrence il y en a 3 ou 4. Il y a aussi des produits additionnels. Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez, essayez ces produits. Donc ça c'est la buy box. On a parlé aussi de tacos.
Qu'est-ce que c'est le TACoS ? Alors, ACoS, TACoS, c'est 2 métriques pour évaluer la performance d'une campagne publicitaire sur Amazon. En fait, c'est simple. Sur Amazon, pour être visible, on peut pas se passer des campagnes de pub. Déjà, il me semble que c'est presque 70% des consos Amazon qui vont pas sur la deuxième page de recherche. Donc, être sur la première page de recherche, c'est super important. Ensuite, pour mesurer l'impact de tes campagnes de pub, tu peux regarder l'ACoS, l'Advertising Cost of Sales. Donc, c'est vraiment tes dépenses sur tes ventes fois 100, qui est un indicateur de la performance de ta campagne. Donc, combien il t'a fallu pour vendre à travers cette campagne. Maintenant, ce qu'on regarde aussi beaucoup, et ce qui est presque plus fin comme métrique, c'est le TACoS. C'est le Total Advertising Cost of Sales. C'est toujours tes dépenses pour ta pub divisées par tes ventes organiques plus payantes. Comme ça, on prend en compte aussi tes ventes organiques dans la mesure de l'impact de ta campagne. Merci. Et on en reparlera tout à l'heure quand on parle de publicité et d'activation. Il y a des coûts, j'imagine, pour moi, marque qui veut vendre, qui sont différents entre FBM et FBA. Alors, FBM, voilà, c'est surtout tes coûts de transport jusqu'à ton conso au final. Alors, tes coûts de revient, tes coûts publicitaires aussi. FBA, déjà, tu passes par les entrepôts Amazon. Tu as une commission d'Amazon qui est entre 15 et 16% la plupart du temps. Ensuite, ça dépend de la catégorie de produits. En plus de la commission qu'ils prennent sur ma vente. C'est la commission qu'ils prennent sur ta vente. C'est la commission d'Amazon. Qui est donc différente entre FBM et FBA. Sur FBA, tu es entre 15 et 16% de commission d'Amazon. Après, il y a des petits tricks pour diminuer ce taux. Par exemple, sur les produits de la catégorie de Respire, si tu es vendu à moins de 10 €, ton prix de vente conso, ta commission Amazon, c'est plus 15,45, mais entre 8 et 9%. Mais la plupart du temps, entre 15 et 16% de com. Ensuite, tu as tes coûts de FBA en fonction, donc pour l'expédition, en fonction des dimensions et poids de ton colis. Et ça s'ajoute à ça tes coûts de stockage Amazon entre 0,5 et je dirais 4% de ton prix facial. C'est pour donner une grosse estimate, mais forcément, tu vas avoir du storage sur les entrepôts d'Amazon, il faut le prendre en compte. Et à ça, tu ajoutes tes coûts de revient, tes coûts de campagne publicitaire et tes coûts d'expédition entre ton entrepôt et les entrepôts d'Amazon. Parce que les palettes, va bien falloir les envoyer là-bas. Exactement. Donc, stockage, expédition plus commission. Voilà. On arrive à combien ? Ça dépend du produit. Il faudrait faire la simulation avec un produit vendu, par exemple, 19-20 €. T'en commandes 2, t'arrives à 38 €. 38 € fois 15,45%, on arrive à 6 € de frais FBA, donc l'expédition, à peu près 6 € de commission Amazon, les 15, ce qu'on se disait, les frais de stockage, mettons 1%, donc tu arrives à 25 € de marge après tous ces coûts. Maintenant, tu enlèves encore tes coûts de revient. Ton produit et ton marketing et tout ça, évidemment. Etc. Ouais. Mais j'ai quand même enlevé presque un tiers. C'est toute la contrainte d'Amazon en fait. C'est les coûts d'Amazon qui sont super élevés. C'est pour ça que définir bien son offre en amont est super importante. Dans le cas de Respire par exemple, aller vendre un déo à l'unité à 15 € ou à 15 € ou 10 €, tu risques d'avoir des coûts ensuite qui deviennent vraiment un vrai sujet. Donc hyper important de faire une bonne recherche, une bonne simulation. Ça on peut le faire en amont, mais on en parle tout à l'heure quand on parle de se lancer. Donc là on est encore dans le contexte et des grandes éléments, en tout cas des grands éléments à comprendre. T'as parlé du badge Prime à plusieurs reprises. Ouais. Prime, en gros, c'est la livraison gratuite rapide pour les abonnés. C'est un abonnement qui coûte, 50-60 € par an. 6 € par mois. 6 € par mois, donc il y en a 70 par an. Ça sert à quoi pour la marque ? Pour la marque, c'est 2 choses. C'est un gage de confiance pour le conso. Que tu sois identifié Prime, forcément, on se dit que c'est la livraison rapide, la livraison Amazon. Deuxième chose, c'est être éligible aux Prime Days Amazon. Les Prime Days Amazon, c'est 2 fois par an aujourd'hui. C'est des jours avec des promos Amazon super fortes et c'est les périodes de vente les plus poussées sur Amazon. Alors les dates varient un peu d'une année sur l'autre, mais en tout cas pour que ces produits soient éligibles aux Prime Days, il faut qu'ils aient le badge Prime. Et comment on fait pour l'avoir ? Donc FBA, tu me l'as dit avant. Voilà. FBA, tu peux aussi en étant FBA, mais c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, en étant FBA, les produits sont éligibles Prime. Tu l'as par défaut ou faut le demander en plus ? Tu l'as par défaut. Ok.
Cool. Donc, vendor, c'est Amazon qui vend, mais il faut être choisi. Seller, c'est toi qui vends et qui passe par la marketplace. FBM, c'est envoyé par toi, la marque. FBA, c'est envoyé par Amazon. Il faut se battre pour être dans la buy box. Enfin, en tout cas, ça concerne cette boîte avec le call to action ajouté au panier qui est tout en haut à droite. Il y a un coût, évidemment, à être en FBA, mais ça permet d'avoir en échange une mise en avant, le badge Prime et de la réassurance pour le conso final. Cool. Bon, j'ai envie de me lancer, je fais quoi ? Déjà, tu regardes le marché. En tout cas, ce que je recommanderais, c'est d'étudier le marché, l'opportunité. Pas se lancer comme ça, ce qu'on se disait dans l'exemple de Respire, pas mettre forcément exactement la même offre que je trouve en retail sur Amazon. Déjà, regarder ce que font les concurrents. Il y a des outils pour ça. Avoir une idée de leur vente. On parle des outils dans une seconde. Tu vas me parler de ceux que tu utilises juste après ce petit message. On est de retour. Donc, quels sont les outils, toi, que tu utilises pour faire des analyses ? Alors, il y en a une multitude sur Amazon. Moi, ce que j'utilise, c'est Jungle Scout et Helium 10. Jungle Scout qui va te permettre d'avoir, en très raccourci, des idées de vente de tes concurrents, d'avoir un potentiel de vente pour pouvoir estimer sur tel type de produit, sur tel mot-clé, quelles sont les ventes attendues derrière. Helium 10, on l'utilise davantage pour la partie analyse de mots-clés, de volume de recherche. Se dire sur ce produit Amazon, quels sont les mots-clés les plus utilisés pour atteindre rechercher ce produit. À l'inverse, sur un mot-clé, quelles sont les marques qui ressortent le mieux sur ce mot-clé. Pour que justement dans cette étude de marché, avant de se lancer, on puisse regarder, je me lance sur le shampoing solide bio, quelles sont aujourd'hui les marques qui ressortent le plus sur les mots-clés shampoing solide bio. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a personne? Est-ce que leurs contenus sont super optimisés? Est-ce qu'ils font de la pub? Quel est leur prix de vente? Quels sont les produits qui poussent? Pour vraiment faire cette analyse avant de se lancer. Helium 10, comme de l'hélium, le gaz, HELIUM 10, le chiffre.com, et Jungle Scout, comme le scout de la jungle, Jungle Scout. Voilà. Ensuite, je regarderai évidemment, aussi... tu vas sur Amazon. Et bien sûr, tu vas sur Amazon aussi, regarder qui sont tes concurrents, se dire, je reprends le cas des shampoings solides, se dire, je vais dans la catégorie beauté, catégorie shampoing, est-ce que j'ai déjà des shampoings solides qui ressortent ou pas? Alors, après, on l'interprète d'une manière ou d'une autre, mais oui, j'ai déjà 4 marques qui ressortent et qui sont super visibles et qui ont des contenus hyper optimisés. Bon, ou alors, j'ai personne qui ressort. Pourtant, il y a une demande conso là-dessus parce qu'on est capable avec Helium 10 d'avoir des idées de recherche de mots-clés, de potentiel derrière. Ok, il y a toujours un vendeur qui ressemble, qui ressort, qui a le tampon. Je l'ai plus en tête, pardon, mes meilleurs produits numéro 1, pardon. Oui, Amazon Choice au numéro 1, ouais. Oui. Qu'est-ce que ça peut me donner comme indication? Ça veut dire que c'est le produit poussé par Amazon. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est quels sont comment ce produit est poussé, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ce produit. Est-ce que son contenu est nickel? Est-ce que le titre est parfaitement rédigé? Est-ce qu'il a beaucoup de photos? Est-ce que les bullet points descriptifs sont optimisés? Est-ce qu'on va pouvoir interpréter ça de manière, soit le produit Amazon Choice est poussé par Amazon et est nickel, et il y a une vraie stratégie derrière de contenu organique, bon. Ou alors, le produit est poussé par Amazon et son contenu est pas nickel. Pourtant, il est poussé par Amazon. Donc moi, demain, si je me lance avec un produit et un descriptif parfait, j'ai des chances d'être mieux positionné auprès d'Amazon et d'être favorisé et d'être Amazon Choice. Donc il y a deux choses, un choix d'Amazon, Amazon Choice dont tu parles, et il y a le numéro 1 des ventes, oui. Qui est le produit le mieux vendu de sa catégorie. Voilà. Il y a aussi Sachant que les catégories, ça peut aller très très loin. Oui, tu as des catégories, sous-catégories, tu as toute une arborescence de produits. Et du coup, est-ce qu'il vaut mieux être évidemment le plus vendu de la top catégorie, mais j'imagine qu'il peut y avoir une stratégie à un moment, parce que Amazon met en avant les numéros 1 des ventes d'une catégorie. Oui. Donc entre la catégorie, je sais pas, shampoing pour cheveux longs versus la catégorie shampoing pour cheveux courts, si on allait jusqu'à ce degré, je sais pas si ça existe, mais de granularité, vaut mieux aller se mettre dans une catégorie où il y a peu d'acteurs, où j'ai plus de chances de... Tout dépend. Si sur la catégorie, il y a beaucoup d'acteurs, mais qui ont pas beaucoup bien travaillé leur marque sur Amazon, tu as peut-être une place à se faire. À l'inverse, si sur une catégorie, il n'y a pas d'acteurs, est-ce qu'il y a une demande conso derrière?
Est-ce que y a beaucoup de gens qui recherchent ce type de mots-clés ou pas? Et aujourd'hui, ces mots-clés, une fois qu'ils sont entrés sur Amazon, chez quels acteurs est-ce qu'ils arrivent? Donc vraiment, ça dépend. Je pense que l'analyse mérite à aussi être un peu poussée pour justement établir, décider s'il y a un potentiel pour ma marque ou pas sur Amazon. Je suis rentré dans la catégorie hygiène. Alors comment je suis arrivé jusque-là? Hygiène santé, je crois que je l'ai au sens large. Et clairement, toute la première ligne, la deuxième ligne, ça s'arrête à la troisième, et Prime. Ok, donc première chose à faire si vous voulez vous lancer, une bonne analyse d'Amazon, tout simplement, de vos catégories, de ce que fait la concurrence, allez voir leurs fiches produits, allez voir le nombre d'avis qu'il y a sur les produits, ça donnera aussi des idées sur le volume de vente. Ensuite, utiliser des outils comme Helium 10, Helium 10 ou Jungle Scout, on en a parlé, pour comprendre les mots-clés qui font remonter des produits ou les produits qui remontent en fonction des mots-clés. J'imagine qu'ensuite, si je décide d'y aller, je dois protéger ma marque. Oui, alors tu protèges ta marque, c'est hyper important sur Amazon, surtout si tu as une marque déposée à côté à l'INPI par exemple. Ça permet quoi de déposer sa marque? Ça permet de t'identifier comme le détenteur de cette marque. Amazon, on l'a dit, est une marketplace ouverte, n'importe qui peut vendre n'importe quel produit sur Amazon. Ta marque en l'occurrence. Si demain monsieur machin vend tes produits de ta marque, mais les produits arrivent abîmés, mais les cartons sont pas bien expédiés, mais le shampoing est ouvert et a fui, tout ça, c'est au détriment de ton image de marque. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Est-ce que le client final qui a commandé son colis de shampoing va faire la différence entre le produit a été vendu par toi, détenteur de la marque, ou un revendeur tiers? Protéger la marque, ça permet de t'identifier comme détenteur de la marque. Est-ce que si j'arrive après d'autres vendeurs, on reste sur Respire, j'y vais, et je trouve plein de vendeurs. Et du coup, quand vous rentrez sur une fiche produit pour savoir si c'est le vendeur officiel, j'ai envie de dire le fabricant qu'il a ou non, vous avez en dessous du titre du produit écrit marque Respire ou visiter la boutique 2 quand c'est la boutique officielle. Oui. C'est ça? Alors, attends, t'es sur Amazon? Oui, ouais. Alors, en fait, donc juste en dessous du titre produit, quand t'es redirigé vers la boutique 2, c'est le brand store de la marque, la mini-boutique de la marque qui est construite par la marque. Si sur tous les produits Respire, tu vois en l'occurrence qu'il n'y a pas de boutique, c'est que la marque ne travaille pas forcément Amazon aujourd'hui. Ok. Donc pour ça, il y a le Brand Registry. Registry. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais vous le trouverez. Où je vais aller enregistrer ma marque. Si ma marque est déjà vendue par d'autres vendeurs sur Amazon, oui, j'ai besoin de prouver, j'imagine, avec un enregistrement INPI, par exemple, que c'est bien ma marque. Voilà. Cool. Donc j'ai, entre guillemets, vous le voyez pas, mais j'utilise mes doigts, protéger ma marque. Ensuite, il va falloir commencer à importer mon catalogue. Voilà. Pour ça, il y a un ensemble de choses à faire. Pour la plupart des produits, vous avez un code ASIN, ASIN. Alors, vous en parle une seconde. Voilà. Chaque produit a un code ASIN sur Amazon, ce que certaines marques peuvent appeler aussi un code. C'est l'équivalent du code EAN ou du GenCode sur Amazon. Ça permet d'identifier le produit. À cela s'ajoute le code pour le colis, le code pour la palette. Tout ça, si on est en FBA, bien sûr. En tout cas, il y a un certain nombre de critères, de prérequis pour se lancer sur Amazon. Mais même en amont d'avoir ces codes, etc., toute l'analyse de marché qu'on a fait permet aussi de définir quelle offre avoir pour se lancer sur Amazon. Est-ce que je vais vendre des formats à l'unité? Est-ce que je vais vendre des formats à la caisse? Quel client je vais chercher sur Amazon? Est-ce que c'est mon client final? Est-ce que c'est du B2C? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce que c'est des pros? Est-ce que j'y vais donc avec des coffrets? Est-ce que j'ai une saisonnalité sur mon produit? En fonction de l'offre que j'ai, je vais aussi le packager différemment et l'expédier différemment à Amazon. Voilà. Donc il y a cette partie vraiment en amont de se dire quelle offre, etc. Une fois. T'as des conseils? Est-ce que je mets toute ma marque? Est-ce que je mets tout mon catalogue, pardon? Est-ce que je mets que quelques produits phares? Des produits d'appel, le produit qui se vend le mieux, le produit qui se vend le moins bien?
Alors, en fonction de la catégorie de produits, ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est que sur Amazon, il faut que ça tourne. Donc, pousser ses best-sellers, c'est super important. Maintenant, pousser tous ces best-sellers, pas forcément. Ça dépend de ta stratégie de marque. Dans le cas de Respire, si je suis vendu aussi en grande distrib, je vais pas forcément vouloir avoir exactement le même catalogue en grande distrib sur mon e-shop, sur Amazon. En revanche, sur Amazon, le différencier, ça peut aussi me permettre de favoriser l'achat sur Amazon. Et le différencier, ça peut être certains produits qui sont soit pas en grande distrib, soit pas sur mon site, voilà. Soit des packaging qui sont propres, voilà. La boîte de 3, la boîte de 10. Voilà. Des coffrets cadeaux pour Noël, des coffrets pour essayer, découvrir la marque. Sur différencier l'offre, on peut jouer avec le produit lui-même, donc la recette, l'assortiment, mais aussi le format. Ok, quelle question je dois me poser pour faire ce choix ? Qu'est-ce que tu veux faire d'Amazon ? Est-ce que c'est un levier de business ? Est-ce que c'est avec de la rentabilité ? Est-ce que c'est ça ta prio ? Est-ce que c'est de faire de l'image ? Et auquel cas, tu vas même l'animer avec des campagnes différentes pour pousser ta marque, donc des campagnes plus de branding, où tu vas pousser ton logo, pousser des coffrets pour permettre du contenu, des coffrets pour permettre de découvrir plusieurs best-sellers d'un coup, plusieurs parfums de ta gamme. C'est vraiment, ça dépend de tes objectifs de marque au début. Il y a un travers que je me suis découvert récemment. Mais vous savez, chers auditrices, chers auditeurs, quand j'ai quelqu'un qui postule chez Cosa Vostra ou quelqu'un que je vais rencontrer, je le cherche, je le Google avant pour savoir. Si je le trouve pas en ligne, je me dis qu'il y a quelque chose de louche. Tu vois, s'il a pas de profil LinkedIn ou s'il existe pas, je me dis mais attends, est-ce que cette personne existe vraiment ? C'est complètement débile, mais voilà, ça arrive. Et ben, il m'est arrivé la même chose sur un produit. Je sais plus quelle marque j'avais découverte et je me suis dit tiens, je vais aller vérifier. Je l'ai pas trouvé sur Amazon. Je me suis dit je suis pas débile, donc je me suis dit ok, ils vendent pas sur Amazon, mais quand même j'ai l'impression qu'il y a ce tampon un peu légitimité. Ok, elle existe, ne serait-ce que sur un produit ou toute sa gamme, peu importe, mais elle existe quoi. Ok. Ce qui est marrant avec ce que tu dis, c'est que ce qu'on voit beaucoup, c'est que sur Amazon, et ce qui se dit de toute façon, c'est que sur Amazon, le comportement, quand tu cherches un produit sur Amazon, t'es pas dans la même démarche que quand tu cherches un produit sur Google. Quand tu cherches sur Amazon, t'es déjà dans une démarche d'achat, t'es déjà dans une intention d'achat. D'ailleurs, ce qui compte pour les campagnes Amazon, ce qu'Amazon favorise, c'est la vente. Google, tu vas regarder le clic, c'est le comportement qui est plus pris en considération. Et du coup, un client, un consommateur qui cherche un produit sur Amazon, déjà, il est dans une démarche d'acheter et ça, c'est super important à savoir si tu veux te lancer sur Amazon. Donc j'ai choisi de me lancer, j'ai protégé ma marque, j'ai fait une analyse d'opportunité, on a regardé mes catégories et les mots-clés qui feront monter tel type de marque ou non. J'ai mon code ASIN ou EAN, le code produit, le code palette. Si mon produit n'a pas de code EAN ou ASIN, il faut que tu génères un code ASIN de toute façon sur Amazon. C'est ça qui te permet d'être identifié, d'identifier ta fiche produit. Donc mais si mon produit est un produit qui n'a pas de code barre, parce que ça existe des produits qui n'ont pas de code barre. Tu vends un paquet cadeau qui a un mix de... Tu vends un calendrier de l'Avent, il n'a pas forcément de code barre. Le calendrier de l'Avent, si, et les produits à l'intérieur aussi. Alors, pas toujours. Alors, je prends l'exemple, nous, on avait une marque de thé qu'on avait acheté et qu'on a fermé depuis, mais qui est une marque de découverte. Et pour le mettre sur Amazon, j'avais des box et sur ces box, j'ai pas de code barre. Donc, il y a une déclaration à faire. Ouais. Et voilà, le process était moins évident qu'un produit qui a déjà son code barre. Donc, j'ai protégé ma marque, j'ai fait mon analyse d'opportunité, j'ai envoyé mes produits ou en tout cas, j'ai référencé mon catalogue. Aujourd'hui, il y a aussi des outils qui permettent de plugger son Shopify ou son Presta ou son WordPress ou WooCommerce, ou son Magento pour importer le catalogue. J'ai fait ma sélection de produits, le best-seller, les best-sellers, telle ou telle catégorie, tel ou tel packaging. Il me reste plus qu'à choisir un prix et puis ensuite le faire connaître. Mon prix, je le choisis comment ? Et alors, tu choisis ton prix en fonction de l'offre que tu as poussée aussi et d'être sûr que tu rentres dans tes clous. Okay. Je reviens juste sur la partie catalogue. Tu as importé tes contenus, tu as les codes qu'il faut. Ton catalogue, faut l'optimiser sur Amazon. Le titre, c'est un élément super important sur Amazon. Que ton titre soit bien optimisé, que tes bullet points aussi soient bien optimisés. Tu sais que tu peux utiliser jusqu'à 200 caractères sur chaque ligne du bullet point et que tu peux avoir 5 bullet points. Utilise tout et mets au début du bullet point les mots-clés les plus importants qui, tu sais, vont driver du trafic sur tes résultats produits. Tes photos sur Amazon, la règle, le prérequis, c'est d'avoir au moins 4 photos avec une photo packshot, des photos d'ambiance lifestyle et une mini vidéo rapide.
tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes quand tu références ton catalogue sur Amazon. C'est pas forcément un copier-coller c'est même d'ailleurs surtout pas un copier-coller de descriptif produit que tu peux avoir sur ton e-shop ou sur d'autres sites. C'est vraiment selon des critères Amazon. Trouver les bons mots-clés à pousser, l'objectif c'est quoi? C'est de matcher des recherches conso en fait pour te positionner sur la demande conso. Et ça, c'est vraiment un prérequis super important d'Amazon. Investir dans des campagnes, dans des ads sur Amazon, quand t'as pas rempli ces prérequis de contenu organique. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Exactement. Okay. Voilà. Cool, parlons d'activation. Donc, on a fait le contexte, les principaux modèles à comprendre. J'ai décidé de me lancer, je me suis lancé. Maintenant, j'ai besoin d'activer. Et l'un des moyens d'activation, c'est de faire une campagne sponsorisée sur Amazon. Est-ce que tu as 3 conseils pour lancer une bonne campagne d'activation? Oui. Déjà, définir tes objectifs de campagne. Encore une fois, est-ce que c'est des ventes? Est-ce que c'est de la noto? En fonction, tu choisis pas forcément le même type de campagne. Tu as des campagnes sponsored brands, donc qui sont les premiers résultats en haut des résultats de recherche, qui sont au-dessus des listings produits. Quand tu tapes ton mot déodorant dans la barre de recherche, les campagnes brands c'est en horizontal, c'est un bandeau où tu as un peu plus de contenu de marque, tu as un logo, exactement. Tu as des claims produits, ça te permet de pousser un peu ta marque. Donc ça, c'est plus quand tu as des objectifs de notoriété. Quand tu as des objectifs de vente, tu vas plutôt pousser des sponsor products, qui sont les premiers résultats des résultats de recherche, où tu vois d'ailleurs un petit sponsor juste en dessous des résultats de recherche. Donc ça, premier conseil, clarifier les objectifs. Ensuite... Juste pour que vous le fassiez en live, vous tapez déodorant, j'ai mis dans toutes les catégories, pardon. J'ai effectivement ce bandeau brand tout en haut, et ensuite les 4 c'est ouf, 4 premiers résultats sont du sponsor. Et on voit que Sanex fait une grosse campagne, Sanex et ensuite L'Oréal fait une grosse campagne d'activation. Alors, ce aparté sur les brand ads, c'est aussi un bon moyen pour aller piquer des clients à tes concurrents. Alors, ça dépend qui sont tes concurrents, mais se dire que je suis sûr que si tu tapes en navigation privée Respire, tu vas avoir Est-ce que tu as des marques qui ressortent ou pas? Qu'est-ce qui ressort là-dessus, par exemple? Alors, je fais la recherche en live. Donc, je suis en navigation privée. Ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu vois? Je vois Weleda qui ressort en premier, voilà, sur le bandeau brand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette marque intègre Respire. Voilà, acheter le mot-clé Respire pour ses ads. Je suis obligé de vendre sur Amazon pour acheter de la marque. Pour faire une... Oui, tu es obligé d'avoir un compte vendeur. Ouais. Mais donc ne serait-ce que pour ça et me protéger. C'est déjà des infos, en fait, complètement. Tu protèges ta marque et puis tu récoltes plein d'infos sur ce que font les autres marques, etc. Amazon est une source d'infos énorme aussi de savoir ce que font tes concurrents et pour ça, faut être dedans. Donc 3 conseils. Donc premier, clarifie tes objectifs, notoriété ou sales ou les deux. Mais en tout cas, ça te permet de définir les bons types de campagnes. Est-ce que c'est du sponsor brand, du sponsor product? Est-ce que c'est du display? Ensuite, soignez bien les contenus. On parlait des bullet points, on parlait des photos, du titre, des contenus de la mini-boutique. Investir dans des campagnes payantes quand les contenus organiques ne sont pas optimisés. Il y a une grille de critères à respecter par Amazon. C'est en quelque sorte jeter l'argent par les fenêtres. Troisième conseil, je dirais, c'est de tester et d'optimiser. Chaque campagne, tu as une multitude de paramétrages. Déjà, tu as un choix de support différent, on l'a dit. Ensuite, tu as un ciblage différent, automatique, manuel, un type de mots-clés différent. Teste d'abord en automatique au début. Et puis ensuite, on ajuste en fonction des résultats. On ajuste le type de campagne, les performances, en fonction des résultats que tu as. Vaut mieux commencer avec un budget moyen, enfin en tout cas, et tester plusieurs choses et se focus sur ce qui marche. Tu peux commencer avec 3 € sur Amazon. Paye au clic, à l'action, à l'achat, au display? Tu payes au clic. Okay. Du coup, voilà, je dirais de tester puis vraiment optimiser. Et... C'est marrant parce que Sanex, c'était un bon exemple. De ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des packages spécifiques. Donc ceux qui sont en sponsor et qui remontent en brand advertising ou en product advertising sont des packs de 6
Ce que tu trouves pas forcément en grande surface ou ailleurs. Voilà. Alors ouais, c'est ça, lot 6 à chaque fois. Ouais. Ça t'évite aussi d'avoir la question du produit au même prix que la grande surface. C'est-à-dire que si Sanex le vendait à l'unité, c'est à quel prix est-ce qu'ils le vendent chez Carrefour ou chez Leclerc. Alors qu'en vendant un lot, forcément, tu te soustrais à cette problématique du prix de vente facial à l'unité. Ok. On peut parler de ça aussi, des abonnements ? Oui. Quand tu regardes le marché aussi sur ta catégorie de produits, quelque chose qui est bien regardé, c'est si est-ce que les achats récurrents sont possibles sur la catégorie, le Subscribe and Save. Subscribe and Save, c'est un pourcentage de discount. Là, tu vois combien, par exemple ? Alors, en français, c'est prévoyer et économiser, et j'ai 5% de remise par défaut, et je peux déverrouiller un 15% d'économie en faisant un truc. Voilà, Okay. et tu t'abonnes. Et du coup, il y a des catégories de produits sur lesquelles ça marche super bien. T'offres un discount en plus. Savoir que ta catégorie est éligible à Subscribe and Save, c'est un super outil aussi pour vendre plus et pour faire du chiffre sur Amazon. Donc définir clairement ses objectifs, à la fois chiffrés mais aussi qualitatifs. Est-ce que c'est de la présence ? Est-ce que c'est de la perf ? Est-ce que c'est de l'image ? Soigner ses contenus. On va détailler ensuite la fiche produit et puis tester et optimiser parce que c'est une question d'itération. Et évidemment, ça prend un peu de temps, mais on peut le faire pour pas cher. Et en tout cas, c'est presque un boulot à plein temps, non ? Dans certains cas. Ouais, complètement. Amazon peut être un boulot à plein temps, surtout pour la phase de lancement, d'avoir les bons contenus, de savoir comment FBA fonctionne, de créer tes produits. Tout ça, c'est du travail qui est à faire en amont et qui est complètement un job à plein temps. Ouais. C'est une strophe de paroles de chansons de rap, ça. Je fais mon job à plein temps. Ok, vas-y, 5 conseils pour avoir des contenus canons. Déjà, avoir des contenus canons, c'est hyper important parce que ça te permet de remonter en haut des résultats de recherche. On l'a dit tout à l'heure, 70% des clients vont pas au-delà de la première page de résultats. Donc, il faut avoir des contenus canons pour vendre sur Amazon. Ensuite, le titre, par exemple. Le titre peut contenir jusqu'à 200 caractères. Utilise les 200 caractères. Pour le titre ? Ouais. Utilise tout ce que tu peux. En fait, l'objectif, c'est d'être lisible et que ce soit pas une succession de mots-clés, évidemment, mais place ton nom de marque, ta différenciation. Encore une fois, c'est à construire en fonction des volumes de recherche et des mots-clés, de ce qu'utilisent les consos pour arriver sur ta catégorie de produits. Mais tu sais que tu peux aller jusqu'à 200 caractères, donc n'hésite pas à les utiliser. Ensuite, les bullet points, on disait, les bullet points dans la description de produit, tu peux en avoir 5, pareil, jusqu'à 200 caractères. Utilise-les. Voilà, utilise-les et n'hésite pas encore une fois à placer tous tes mots-clés les plus importants, les plus recherchés en début de bullet point. Et on utilise aussi de la majuscule. Donc, le titre, utiliser tous les mots-clés. Les bullet points, utiliser et les 200 caractères. Les 200 caractères. Les bullet points, utiliser 200 caractères. Mettre au début du titre et des bullet points les mots-clés les plus importants. Je dirais ensuite avoir au moins 4 photos. Une photo packshot, des photos lifestyle. Pourquoi pas une photo de gamme si tu vends plusieurs parfums, plusieurs produits qui montrent au conso que tu n'as pas ce produit mais tu en as d'autres. Une vidéo. Et puis bien travailler ton brand store. Et là, le brand store, on pourrait aussi en faire un épisode en soi, mais un brand store, c'est de la mini-boutique Amazon. Ça permet de te pousser tous tes produits. Les bonnes pratiques d'un brand store, c'est sur ta homepage d'avoir au moins 3 niveaux d'information, d'avoir des best-sellers sur ta homepage de brand store et d'avoir plusieurs catégories de produits aussi, déodorants, shampoing, gel douche, etc. Alors, respirez pas présent, mais je vous invite à aller visiter, à aller visiter la boutique de Kabaya, qui a un beau brand store. Donc, vous tapez simplement Kabaya dans la recherche produit et ils font une campagne de sponsor. Donc, vous trouverez ensuite ce premier lien sur le brand store, la boutique de Kabaya. Est-ce qu'elle est bien d'ailleurs cette page ? Tiens, on la regarde ensemble. Alors, donc on est sur la home de Kabaya. Vas-y. Ce qui est top, tu vois, c'est de voir les meilleures ventes dès le début. Bon, en plus, on est dans l'univers produit, l'univers couleur, la charte de Kabaya, c'est assez dynamique. Ouais. Voilà, il y a les meilleures ventes. Plutôt bien respecté. Et ensuite, gammes. Tu présentes des gammes. 3e niveau d'information, tu présentes les gammes qui sont aussi retrouvées en catégorie du menu de navigation, si on peut dire. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, du contenu édito optimisé, j'imagine, pour Amazon. Alors, ça vaudrait le coup de passer du temps sur la recherche de mots-clés. Mais en tout cas, on a premier niveau d'information, la marque. 2e niveau d'information, les meilleures ventes. 3e niveau d'info, les gammes. Et ensuite, du contenu édito
avec des coups de cœur, etc. Et on reprend les codes de la marque et la réassurance en bas de page. Je trouve que c'est pas mal, oui. Il n'y a aucun lien vers leur site. Alors Amazon empêche de toute façon évidemment d'avoir le moins de liens vers ton site. On retourne sur la fiche produit. Donc j'avais effectivement on a parlé du titre, des photos, des assets, des vidéos, de la description en 5 bullet points. Et en dessous, on a toute une fiche produit beaucoup plus complexe dans laquelle je retrouve mes photos, voire d'autres d'ailleurs. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle le contenu A+. Le contenu A+, c'est du contenu enrichi qu'il faut aussi optimiser pour Amazon sur ton produit, sur ta gamme et qui te permet... Alors, le conso va pas forcément scroller jusque-là, mais toi, mais par contre, pour Amazon, c'est super important d'avoir tout ce contenu enrichi, des images, du texte, la vision de ta gamme, du détail sur tes formats, les poids, les couleurs, etc. Ok. Hyper important sur Amazon, les avis clients. Comment je fais pour en avoir plus ? Alors, il y a plusieurs choses. Le ratio qu'il faut avoir en tête à peu près, c'est que 1% des clients laissent un avis. Sur Amazon, 95% des avis sont des avis positifs. Donc ça, c'est canon aussi. Ensuite, comment avoir des avis clients ? Plusieurs choses. Quand tu lances un produit, tu as des programmes Amazon qui te permettent de favoriser les avis. Tu as le programme Vine, par exemple, qui t'envoie des échantillons des consommateurs Amazon pour que eux aillent laisser un avis. Ils sont pas obligés de le faire, mais en tout cas, être enrôlé, faire partie du programme Vine te permet de récolter des avis. Ensuite, tu as des outils pour demander un feedback à tes clients. Alors, c'est des outils qui sont partenaires d'Amazon, parce que tu récoltes pas les emails de tes clients Amazon, mais qui envoient automatiquement un mail codé au client qui t'a acheté en lui transmettant du contenu sur ton produit et en lui demandant de te laisser un avis, par exemple. Good. Quel type de KPI je vais récupérer ? Quel type de data je récupère, quand je suis vendeur ? Ce sont les mêmes si je suis un FBA, FBM ou en vendor ou en seller ? Bonne question. Il me semble que oui. En tout cas, les KPI à regarder absolument, ça va être tes ventes en quantité, en valeur, à la gamme, au produit, et puis la performance de tes campagnes. Là, sur la performance de tes campagnes, ton ROAS, combien d'euros Return on ad spent, combien je génère de chiffres en fonction d'un euro dépensé. Exactement, pour un euro investi. Ton ACOS, ton cost of sales, et ton TACOS qui prend aussi en compte tes ventes organiques. C'est, je dirais, les 3 métriques à regarder absolument. Donc, advertising cost, c'est pour un euro dépensé en advertising, combien je reçois. Et le TACOS, c'est le total de ce que je vends. Donc, c'est les ventes aussi générées de manière organique par des recherches pour lesquelles il n'y a pas eu de clics sur un lien sponsor. Ouais. Alors, attends. Et l'ACOS, c'est le cost et sales. Oui, c'est vraiment ce que génère ma publicité. Ouais. Donc, il y a un clic sur une pub pour laquelle j'ai payé qui génère une vente, ça c'est l'ACOS. Et il y a une vente quelle qu'elle soit. Donc, après un clic sur un lien sponsor ou une recherche, c'est le TACOS. Exactement. Formidable. Je récupère la data de mes clients ? Alors, tu récupères ça, évidemment non, mais en fonction de la marketplace, du pays, tu récupères plus ou moins de données. Tu peux avoir les zip codes, tu as tes avis clients qui sont publics, qui sont aussi une base de données énorme auxquelles tu peux répondre. Et ça, c'est déjà 2 données super importantes. Après, non, tes mails, les adresses exactes, Amazon ne te les partage pas. Ok. Il faut évidemment répondre aux avis et aux remarques. C'est mieux, en tout cas, les avis négatifs. Qui comptent vachement. Et puis Amazon fait la chasse aux avis et aux achats vérifiés ou non. Et d'ailleurs, il y a un commentaire achat vérifié pour les commentaires quand l'achat est effectivement vérifié. Cool. Écoute, pour finir, c'est passionnant. Hein, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, Laurent Kretz sur LinkedIn ou Julia @cosavostra.com, cosavostra.com. Pour finir, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as 1, 2, 3 conseils à un commerçant ou e-commerçant qui hésite à se lancer sur la marketplace ? Moi, je dirais on l'a dit, de faire une analyse d'opportunité avant d'y aller, de pas se lancer sur Amazon parce qu'on se dit que Amazon, il faut y être et que c'est le site e-commerce le plus visité en France. Se dire que si vous y allez, bien choisir l'offre, le prix et comment est-ce que ça s'imbrique dans une stratégie omnicanal. En France, surtout, Amazon, c'est souvent pas le premier canal de distrib. Vous vendez déjà ailleurs, sur votre e-shop, en boutique, en distribution retail. Donc, qu'est-ce qu'Amazon va vous apporter et quels vont être vos objectifs business derrière. Donc, ça, c'est vraiment analyser le marché. En 2, je dirais de
pas trop attendre quand même. On en a parlé des vendeurs tiers sur Amazon. N'importe qui peut vendre votre marque. Donc, plus les vendeurs tiers sont installés, deviennent gros et performent, plus il va être difficile ensuite, une fois que vous lancez votre marque, de reprendre votre place, en fait. Donc, deuxième chose. Et troisième chose, je dirais de se faire accompagner, surtout pour la phase de démarrage, la phase de construction de listing optimisé, de choisir le bon business model, de construire son PNL et bien maîtriser ses coûts sur Amazon, la construction du brand store. Et je vais même un peu au-delà. Les premiers mois sur Amazon sont cruciaux pour se lancer. C'est des mois où il faut envoyer des indicateurs hyper forts à Amazon de performance de vente. C'est presque des périodes qui pourraient être des périodes d'investissement pour ensuite mieux performer. Mais ça va être important, dès qu'on est actif, d'aller chercher des ventes, de récolter des avis clients. Et ensuite, ça devrait fonctionner mieux. Mais en tout cas, s'il y a des indicateurs à envoyer, s'il y a à se faire accompagner, c'est absolument pour cette première phase. Donc, on n'est pas obligé d'y aller à 200%, mais si je teste à fond. Voilà. Je prends un produit, je mets de l'acquise, je le fais voir, je le fais connaître, je le fais vendre. Un produit, peut-être pas, peut-être plusieurs, mais oui, en tout cas... plusieurs, mais ok. Voilà. Cool. Bah écoute, merci infiniment Julia. Merci à toi Laurent. J'espère que ça vous a plu, chères auditrices, chers auditeurs. 1 heure pile poil. Franchement, pas mal, j'arrive... c'est un bon timing. Julia@cosavostra.com ou Julia Simonetta, Simone DTA. Voilà. Julia Simonetta sur LinkedIn, julia@cosavostra.com si vous avez des questions. Et surtout, abonnez-vous au panier, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Abonnez-vous à la newsletter et on prépare, comme dit, cette série spéciale en 4-5 épisodes sur les marketplaces où on fera intervenir des vendeurs, mais aussi des responsables de marketplace, Fnac, La Redoute et Amazon, évidemment, ce sera cool. Merci Julia. Merci Laurent. Salut à tous. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.